Pour découvrir aussi les expositions pendant qu'elles sont montées, s'il y a des petits changements en dernière minute. Voilà. Pour le coup, il y a beaucoup d'œuvres qu'on n'a jamais vues encore. Où est-ce qu'on passe? Qu'est-ce qu'on dit? Donc un vrai travail de parcours. C'est aussi comprendre autrement cet univers qui peut paraître plutôt un univers pour les grands, quoi. Les publics et les œuvres vont pouvoir se rencontrer. Nous sommes des créateurs de situations, des créateurs de rencontres. Le cœur battant du musée d'art contemporain de Lyon, c'est par là. Suivez-nous. Au musée comme vous ne l'avez jamais entendu. Prochain arrêt, musée d'art contemporain. Tu es en train d'observer des visiteurs qui regardent une œuvre, dessine ce que tu souhaiterais voir dans un musée. Ok. Faudrait qu'on aille récupérer les anciens livrets là pour Je suis en train de regarder. Ouais. J'en avais vraiment. Il y a beaucoup de dessins aussi? Alors, il y avait des dessins dans la précédente édition, Ouais. mais surtout, on ne faisait pas écrire les enfants. Ah ouais. Alors, Pas d'écriture. il y a peut-être une raison pour ça. Bah, c'est toujours la raison que ces carnets ne s'adressent pas que à des personnes, enfin pas qu'à des enfants qui savent écrire ouais. ou qui ont des difficultés pour écrire. Après, techniquement, l'enfant qui a ce livret dans les mains, il sait lire. Ou sinon, il doit être accompagné d'une personne qui va lui lire les consignes. Bah, c'est de permettre, premièrement aux enfants d'observer, en fait, d'observer les œuvres, de se poser des questions, de passer du temps dans le musée, de garder aussi quelque chose de leur visite, du moment qu'ils ont passé ici. Pas s'ennuyer aussi. Pas s'ennuyer. Je crois que c'est important, effectivement, quand t'es un gamin, que tu vas au musée avec tes parents, des fois, franchement, tu sais pas quoi faire, quoi. Si tes parents ils restent à plombe devant une œuvre qui, toi, t'intéresse pas, tu t'ennuies grave, et puis le musée, ça devient une expérience désagréable. Donc là, le livret, c'est aussi un moyen de faire en sorte que le musée soit une expérience agréable pour les enfants, qu'ils puissent avoir leur visite, en fait, presque en autonomie, en semi-autonomie, on va dire, qu'ils aient des choses à faire, que ça soit une petite interface pour aller rencontrer les œuvres. De créer une rencontre quand aussi les médiateurs sont pas là. C'est une proposition pour le public individuel. Nous avons l'habitude de le recevoir dans le cadre scolaire ou alors dans le cadre des centres de loisirs. Mais il faut aussi penser aux enfants qui vont venir, par exemple, le week-end, accompagnés de leur famille et pouvoir avoir quelque chose aussi pour ce jeune public. Il y a certes des cartels enfants, mais là, via des jeux, c'est aussi s'intéresser aux détails, repartir avec l'objet, donc des informations et comprendre autrement cet univers qui peut paraître plutôt un univers pour les grands, quoi. C'est l'accessibilité du musée qui est en jeu aussi. Pour le coup, c'est un petit objet un peu à part qui permet de dessiner un parcours aussi dans l'exposition. Donc c'est vraiment un truc déjà, il a un petit design un peu différent pour l'identifier. C'est assez important. C'est vraiment le carnet des enfants, quoi. Les adultes, en général, ils vont avoir le livret de visite avec les textes, etc. Et du coup, l'enfant, il a le petit livret avec qui a son design un peu qui se distingue. Format A5. Et du coup, dans l'ordre dans lesquels on met les activités, en fait, ça dessine un parcours de visite qui l'encourage à aller voir telle œuvre, etc. Ça veut pas dire qu'il n'a pas le droit d'aller voir celles qui sont pas indiquées, mais en tout cas, voilà, ça crée ce petit parcours en essayant un peu de diversifier les choses. Et c'est vrai que l'idée de garder cet objet après coup, c'est aussi garder une trace, finalement, de son cheminement dans le musée. Découverte dans les salles avant l'accrochage des expositions. Hello! On vient découvrir toutes ces nouveautés. Elles sont belles les photos. Là, c'est des photos qu'on avait vues que en tout petit sur notre ordinateur jusqu'à présent. Et des vues de femmes. Mais là, on n'a que des vues urbaines. Peut-être les vues de femmes, elles seront en face. Tu vois, on a l'impression qu'il y a de la place. Il y a des tableaux qui vont être accrochés sur le papier peint en fait, et des écrans. Ah ouais, d'accord. Donc je sais pas si... ok, ouais, ça sera directement dessus. Ouais. D'accord. Ouais, c'est ça. Okay. Il y a des emplacements qui ont été laissés exprès, justement pour les accrocher. Ouais, là on a l'impression qu'il y a plus ou moins... Du vide. Ouais, quelque chose là. De réserve prête pour ça, mais... Ok. Ça me dit pas... On voit ça plus tard. Ouais. Ça donne un peu envie de les exploiter, ces motifs là, un peu étranges avec des... comme ça.
Que les enfants les remplissent. Ouais, Bah, je sais pas, d'en faire proposer un truc à faire, je sais pas quoi, mais. Tu vois, on sent un potentiel un peu ludique, je trouve. On a la liste des œuvres, on a des dossiers de presse, on a de la doc, voilà, des livres, des extraits d'articles que le service documentation va récupérer peut-être. Oui, exposition aussi. Ouais, voilà. Les cartels, Voilà. qui sont assez explicatifs, donc ça aide quand même un peu. Ouais. Les cartels enfants aussi. Ouais, donc c'est vrai que ça aide pas mal. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a une bonne part du boulot au début. Surtout là, il y a plein d'œuvres qui sont encore dans les caisses. Il y en a qui sont juste pas là. Donc il y a une bonne part d'imagination, quoi. Où on doit imaginer un peu l'expo telle qu'elle va être, avec les œuvres montées, comment on circulera dedans. Et donc on doit un peu anticiper ça, sachant que parfois il y a effectivement des changements de dernière minute. Par exemple là, on nous a dit il y a 2 œuvres, on ne sait pas, enfin elles vont peut-être switcher de position. Et c'est vrai qu'il y en a une, à la limite, elle pourrait, je sais pas à quel point elle pourrait être intéressante pour un livre-jeu, mais en visite elle pourrait être intéressante. Ça dépend dans quelle position elle est, quoi, parce que l'autre, a priori, elle est plutôt, elle risque de poser plutôt problème qu'autre chose avec les publics plus jeunes, scolaires et compagnie. Tout simplement parce qu'il y a de la nudité assez visible. C'est vrai qu'il y a un peu ce truc au MAC, en tout cas avec la prépa, où on commence souvent par le livret-jeu. Donc les premiers moments, on regarde énormément les œuvres dans l'idée de proposer des jeux, mais aussi dans l'idée comment on pourrait en parler avec des enfants, un jeune public, etc. Et puis là, par exemple, on n'a pas dans l'entrée du musée, il y a une sorte de crossover, hein, c'est ça, d'une artiste. Ouais. On n'a pas tout, et on sait que c'est ça qui va accueillir les enfants, et on ne sait pas exactement, par exemple, comment on va faire si on l'intègre dans le livret-jeu, alors même qu'on n'a pas tous les éléments et qu'on ne peut pas se projeter. On ne sait pas si ça. Ouais. Les balbutiements débroussaillés, on va dire. Les informations sur les œuvres, découvrir aussi les expositions pendant qu'elles sont montées, s'il y a des petits changements qui sont opérés en dernière minute au niveau de la scénographie. Donc voilà, instant découverte. Voilà, découverte des œuvres et des œuvres en vrai, parce que pour le coup, il y a beaucoup d'œuvres qu'on n'a jamais vues encore. Et voir de quelle manière elles vont être installées ou elles vont changer de place encore. Et d'imaginer en même temps un petit peu les parcours possibles, tout en sachant que tout peut encore changer. Fanny Thaler, chargée de médiation culturelle. Je coordonne l'équipe des médiateurs saisonniers et je suis par ailleurs, donc je coordonne les activités de médiation, donc à la fois la conception, dans leur mise en place. L'idée, c'est de comprendre qu'en effet, au musée, il y a différentes façons de vivre le musée, et la relation aux œuvres aussi, elle est multiple. La médiation, c'est créer des conditions de rencontre. Les médiateurs ou les actions de médiation, voilà, ce sont des situations. On crée des situations où les publics et les œuvres vont pouvoir se rencontrer. Et ces relations, elles sont multiples. Elles vont prendre de différentes formes, des visites, des ateliers. Nous sommes des créateurs de situations, des créateurs de rencontres. Alors, les ateliers. Voilà. On a 5 ateliers. 5 propositions entre ateliers et petit labo et anniversaire. Le premier atelier, donc, ce serait l'atelier tatouage badge. On verrait plutôt pour un anniversaire par rapport à l'objet fini. Françoise de Nardoni, je suis responsable du service programmation médiation. L'un des objectifs quand même de tous les musées de France, c'est de s'ouvrir à tous les publics bien entendu et de commencer très tôt puisque la pratique culturelle fait partie un peu des disciplines d'ouverture pour l'enfant même dans son parcours scolaire ou dans son parcours social. L'ouverture, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que face à un objet, une image inconnue, difficile à décoder, on va apprendre à mettre des mots dessus. Donc on va parler de toutes les propositions de pratiques artistiques qui sont faites aux enfants, qui doivent être des sortes d'extraction des sujets qui se trouvent dans les expositions ou dans certaines œuvres. Donc ces ateliers, ils se tiennent souvent en dehors du temps scolaire,
ou bien dans ce qu'on appelle les petits labos, c'est-à-dire des visites ateliers pour principalement proposer le week-end et pendant les vacances scolaires, ou bien dans le cadre d'une autre activité qui a de plus en plus de succès, qui est l'activité anniversaire. Un enfant peut inviter une dizaine ou une douzaine de camarades à fêter son anniversaire au musée. Et ils vont faire une brève visite des salles, un atelier, et ensuite ils peuvent continuer en faisant le gâteau, etc. On leur laisse l'espace un petit moment en plus. Est-ce que ça peut générer de la frustration de mettre deux propositions et l'enfant et ou le parent est en train de se dire j'aimerais ça et le jour J c'est autre chose. On s'en est aperçu avec les savons. Quand on disait savon et masque, tout le monde s'attendait au savon. Quand finalement c'était le masque qui était proposé. Oui, mais ça c'était pour les anniversaires. Je parle vraiment là du petit labo. Bien d'accord. Là c'est la proposition du petit labo sur le site et en ligne. Et en effet la solution ça serait de dire voilà la proposition qui va être choisie. Et changement de thème à partir de mi-novembre, je sais pas, après les vacances. Mais, après, peut-être qu'ils vont trop aimer le premier labo qu'on va proposer et ils vont être déçus qu'on change. Pour ma part, l'intérêt de pratiquer, c'est d'aborder la visite en mettant en œuvre d'autres sens et en étant beaucoup plus actif. Puisqu'on essaye, comme vous allez le voir, on essaye de pousser sur la question de l'expérimentation. On ne cherche absolument jamais à faire à la manière d'eux. En revanche, à partir soit d'un sujet, soit d'un moyen technique utilisé, on peut le remettre en expérimentation par l'enfant, non pas pour imiter, mais pour à son tour s'approprier ce langage-là. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'ancre différemment dans la mémoire, et dans la perception de l'œuvre, il y a quelque chose qui va être mémorisé beaucoup plus fortement quand on s'est soi-même frotté aux mêmes techniques ou aux mêmes propos qu'on a vus dans l'expo. Oui, mais comment on vient rejoindre, parce que là on parle vraiment scolaire justement, un niveau scolaire, comment on fait se croiser le propos de chaque exposition avec le niveau scolaire. Et en plus se pose particulièrement la question, parce qu'il n'y a pas qu'incarnation, comment on gère Takano à Croyd. Je pense qu'il y a quand même un travail de réflexion. Ça semblait trop, tu sais, par rapport à la saison dernière, où il y avait vraiment un vrai travail d'adaptation, de réflexion à ce qu'on disait, ce qu'on montrait, comment on le disait, etc. Là, j'ai l'impression que c'est très simple, en fait. C'est-à-dire qu'il y a les œuvres, elles sont en plus assez fortes en termes de ce qu'elles expriment. Donc, elles parlent presque à notre place, j'ai envie de dire. Mais peut-être que pour vous, voilà, c'est évident, chacun à votre tête, mais je pense que c'est bien que tout ça soit mis en commun. Très bien. Voir, pour chaque niveau scolaire, des grandes notions qui sont abordées dans chaque exposition. C'est vrai qu'on avait fait un vrai travail de parcours, pour le coup, au sens propre, de où est-ce qu'on passe, qu'est-ce qu'on dit, comment on essaye d'orienter aussi, parfois même l'attention sur certaines œuvres plus que sur d'autres, etc. Donc un vrai travail de parcours pour les petites sections, les primaires, etc. Mais on n'en a pas du tout fait pour le collège parce que finalement, c'est un peu la même chose qu'avec les adultes. Alors, certes, il y a peut-être il y avait des œuvres avant qui étaient peut-être un poil plus sensibles, qu'on allait moins voir. Effectivement, en fait, c'était tout simplement, celle-là, on n'y va pas. Encore une fois, quand on dit parcours, on ne dit pas que le choix d'œuvre, parce que forcément, peu ou prou, vous allez retomber peut-être sur le même... Mais on est bien sur l'angle pédagogique. L'angle, pour le coup, pour l'incarnation entre les angles adultes et les angles ados, c'est le même. C'est le vocabulaire qui change. C'est la manière d'en parler. Mais l'angle, c'est sensiblement le même. Ces questions, il faut se les poser ensemble, même si, justement, bien sûr qu'après, vous avez des techniques de médiation différentes. Et que, bien sûr, les visites, vous allez devoir faire avec l'imprévu. Mais avant l'imprévu, comment vous projetez votre visite. Et il y a quand même, je pense, vous ne préparez pas de la même manière qu'un collège, qu'avec un lycée et avec un groupe adulte.
Je ne fais pas toujours toutes les réunions. Et là, cette réunion, pour moi, c'était une première, la réunion sur les parcours. Mais je remercie Fanny de m'avoir associée parce que c'est hyper intéressant. Vous avez vu, en fait, il faut arriver à problématiser. Même si on ne va pas dire aux élèves, maintenant, on va voir la question du corps racisé. On ne va pas leur dire ça. En revanche, si on a à l'avance géré un peu les problématiques vastes qui émanent de chaque coin de l'exposition, on va pouvoir conduire un petit peu mieux les discussions avec les élèves, surtout les grands, hein, et ne pas passer à côté, ne pas oublier de les amener aussi à réfléchir à tel ou tel aspect. Non, l'exposition, elle n'a pas forcément de sens. Après, il y a des thèmes quand même, il y a des thèmes de salle. Il y a des thèmes de salle, mais on peut, parce que par exemple, là, nous, on a choisi un chemin, et avec nos groupes, on peut aussi entrer par un autre chemin. Ici, on peut aller à droite, mais le visiteur, tout le monde peut aller un peu partout, donc il n'y a pas... Après, je dirais que typiquement, pour la question des collégiens et des lycéens, oui. Il y a aussi des choses où on se questionne par rapport à ça, c'est-à-dire que par exemple, là, il y a pour moi les deux éléments forts autour de cet âge-là. C'est le regard sur l'autre et la question de l'image, du droit à l'image. Typiquement, là on a ça avec Hans Snellman, mais c'est hyper présent dans leur vie de tous les jours. Ils prennent des photos tout le temps, ils sont pas forcément, ils réfléchissent pas forcément autant à l'impact que ça peut avoir, la diffusion et la capture des photos des autres ou d'eux. Et du coup, pour moi, ça me semble être important aussi d'amener une réflexion là-dessus, sur la représentation aussi, les questions de comment parfois on a tendance à invisibiliser certaines personnes pour en montrer d'autres et comment on peut essayer d'équilibrer les choses, comment on peut essayer de construire une réflexion autour de ça. Et comment se réapproprier son image aussi. Ouais. Avec Hans Snellman, ça peut être avec des lycéens, clairement, ça peut être un sujet. Les images qui viennent d'arriver, c'est des images qui correspondent à tout ce qui est de l'ordre des pratiques esthétiques, donc le maquillage, mais aussi tout ce qui est entretien de soi, etc., qui montrent des moments qu'on ne montre pas sur les réseaux sociaux. Par exemple, là, il y a des moments où elle enlève ses fossiles, où elle commence à se teindre les cheveux, elle met ses prothèses, etc. Je pense que ça sera très intéressant justement avec les collégiens et les lycéens d'avoir des échanges de points de vue entre les filles et les garçons. Là-dessus, à mon avis, ça pourra peut-être mener des discussions assez riches, à mon avis, surtout pour certains. C'est des problématiques auxquelles ils sont forcément touchés. Donc, clairement, on ne va pas faire l'impasse, je pense. Ouais, par exemple, ça, c'était une œuvre où elle est en apparence, c'est vrai qu'elle est très, pas mignonne, mais presque, tu vois. C'est des 5 petits élèves en blanc devant un professeur, ils ont des têtes en gros ballon. Mais ils regardent une vidéo d'un type avec une tête de ballon qui se suicide, enfin de plusieurs types. Donc c'est un peu la question, comment on amène cette question du suicide pour le coup. Est-ce qu'on fait un trigger warning avant? Parce que on ne sait jamais, on ne connaît pas le parcours familial, personnel des jeunes. Donc, Et en même temps, le point qui est très intéressant avec cette œuvre, c'est le rapport qu'on peut avoir de domination, en tout cas dans l'enseignement. Ouais, voilà quelle place a le professeur, quel impact le professeur a dans la vie des personnes qu'il instruit. Donc c'est un sujet auquel forcément les collégiens, les lycéens, ils peuvent être touchés aussi. Donc, non, t'en penses quoi, Emma? À la question, est-ce qu'on prévient en amont ou pas les élèves? Moi, je ne sais pas. Parce qu'après tout, lorsqu'on aborde des thèmes extrêmement compliqués à l'école, les enseignants et les enseignantes ne mettent pas des warnings. De mon souvenir, en cours de philosophie, quand du jour au lendemain, on parle certes de la vie en philosophie, mais aussi de la mort, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu des warnings en mode « demain, le cours de philosophie traitera de la mort ». Ce qui peut, à l'instant T, par rapport au cadre familial de l'enfant, enfin de l'élève, venir heurter quelque chose. Ouais, mais est-ce que c'est une raison pour pas en faire? C'est peut-être justement tout le propos de Diane qui était de dire que dans l'enseignement, il y a une domination du maître sur l'élève et qu'il y a
justement, le fait de pas prévenir, de pas ménager, de pas penser à la sensibilité des élèves, ça fait aussi partie de cette domination. Ça amène la question. En tout cas, c'est vrai, mais c'est une question qui est pas claire. Enfin, c'est-à-dire prévenir aussi, c'est peut-être ça ruine peut-être l'effet. Il y a quand même une part d'expérimentation, parce que là, on fait un petit tour, on imagine un parcours, mais comme on dit un peu depuis tout à l'heure, les publics, ils ont tous des réactions différentes. Et ça va être vraiment testé sur le terrain. Peut-être d'abord prévenir, et puis des fois tester sans prévenir. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Essayer de jauger aussi un peu au feeling, en fait, les personnes qu'on a en face de nous. Donc on ne peut pas trop prévoir là pour l'instant. C'est le grand jour, les expositions sont ouvertes et l'équipe de médiation accueille les premiers groupes scolaires. Bonjour. Bonjour. Oh, je dirais, il Bon, déjà, bonjour. Moi, je m'appelle Cassandre et on va faire la visite ensemble aujourd'hui. Est-ce que vous êtes déjà venus ici? Non. Ok. Est-ce que vous êtes déjà venus dans un musée? Oui. Ok. Est-ce que vous connaissez les petites règles des musées? Oui. C'est quoi? Ne pas crier. Ne pas crier, c'est vrai. Ne pas toucher. Ne pas toucher quoi? Par exemple, les sculptures, les œuvres. Ouais, les œuvres, les sculptures. Qu'on touche pas les œuvres d'art parce que sinon ça peut les abîmer et si ça les abîme, au bout d'un moment ça les détruit. Et si ça les détruit, on peut plus les voir. On a besoin un petit peu de se caler, de reprendre nos marques aussi parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas refait une visite. Enfin moi en tout cas ça fait longtemps que j'en ai pas refait. Donc, et puis là comme c'est le début aussi, c'est le temps aussi de rôder un peu le discours. Même si on ne dit pas toujours les mêmes choses, c'est trouver les petites pointes d'accroche, voir les choses qui les intéressent peut-être un peu moins, mais qu'il y ait quand même une espèce de cohérence dans ce que je raconte. Bon, c'est assez facile puisque les expositions, elles sont aussi pensées comme ça. Donc c'est toute la question des représentations au premier étage. Comment est-ce qu'on va percevoir l'autre? Comment est-ce que aussi on peut reprendre le pouvoir sur son identité? Je trouve que c'est intéressant d'en parler avec des jeunes, des collégiens, des lycéens. Ici, on entre dans la première exposition. Il y en aura 3, on va toutes les voir aujourd'hui. Cette première exposition, elle s'intitule Incarnation. C'est la deuxième partie d'Incarnation. La première partie a été présentée dans une exposition précédente. Ça parle du corps. Et cette fois-ci, on va parler du corps social. Ça veut dire quoi, corps social? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ouais. La place dans la société. Ouais, ça peut être ça. Ça peut être la place de notre corps dans la société. Peut-être comment est-ce qu'on est représenté sans devoir correspondre au moule qu'on essaye de construire. Souvent, les collégiens, ils sont un peu timides et ils parlent pas trop. Mais voilà, là, on a quand même... ils parlent pas trop. Ils discutent, mais ils prennent pas forcément trop la parole pour répondre à des questions. Il y a quand même une petite réserve. Mais il y a toujours 2-3 éléments qui essayent quand même d'apporter des choses et ils ont un regard assez juste sur beaucoup d'éléments. Ils arrivent à tirer des conclusions assez facilement. Donc, alors attention, il y a des petites cordes en métal. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est pas électrifié, mais ne touchez pas. On voit quoi là? Qu'est-ce qu'on a devant nous? Des LED. Alors c'est pas des LED. Oui. Sculpture d'un homme en espèce d'électricité. Ouais, une sculpture d'un homme en espèce d'électricité. Alors, ce qu'on voit là, les petites lumières, ce sont effectivement des néons. C'est des tubes à l'intérieur desquels on a du gaz. Et c'est ce gaz qui va créer cette lumière. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On a vu cette sculpture, on voit quoi d'autre? Il y a quoi dans cet espace? Il y a un bureau avec une espèce de bureau. Ouais, une espèce de bureau. Avec une chaise et un avion papier. Ouais, une chaise et un avion papier. Il y en a même 3 d'avions papier, il y en a au sol. Est-ce que c'est un bureau et une chaise que peut-être vous avez chez vous? Où est-ce qu'on peut trouver ce genre de meuble? Dans une classe. Dans une classe, exactement.
Ici, ce que vous voyez, oui. Pour moi, c'est qu'en fait, quand il est en classe, il pense pas au cours, il pense plutôt à s'évader du cours. Ouais. Super intéressant. Pour vous répéter un petit peu, là, on pourrait avoir l'impression que la personne qui serait assise à cette chaise, sur ce bureau, il pense pas à son cours, mais il pense à s'évader, à partir justement de ce qu'on essaye de lui apprendre à l'école. C'est une super observation parce que ce qu'on voit ici, c'est une œuvre d'un artiste qui s'appelle Tavares Strahan. Et Tavares Strahan, en fait, lui, il a grandi aux Bahamas, donc c'est dans les Caraïbes, pas très loin, enfin sur le continent américain. Et lui, à l'école, eh ben, on lui a donné des cours d'histoire, comme à vous, mais on lui a appris une histoire dans laquelle il ne pouvait pas s'identifier. Strahan, il n'est pas blanc, il est métis. Et du coup, si on lui montre que des modèles de personnes blanches, bah lui, il n'arrive pas à s'identifier. Il se dit, bah, ok, moi, ma place, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Puisque tous les grands modèles qu'on met en avant dans l'histoire, bah, en fait, ils ne me ressemblent pas. Et c'est une question qui se pose quand il devient un peu plus grand, et tout son travail artistique, il est tourné autour de ça. La personne qui flotte ici, en fait, c'est la représentation d'une astronaute américaine qui s'appelle Sally Ride. Sally Ride, c'est la première. C'est important, je pense, bien sûr, de valoriser ce qu'il y a dans le musée. Donc, à chaque fois, je leur pose la question de savoir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils aiment, est-ce que ça leur parle? Et puis après, de dire, mais est-ce que ça vous parle pas? Est-ce que peut-être ça n'est pas intéressant pour vous? Est-ce que vous trouvez ça nul? Voilà. Donc, c'est pas pour dévaloriser, bien sûr, le travail des artistes, mais c'est aussi une manière de sonder, voir les centres d'intérêt. Est-ce que ça les intéresse vraiment? Ou est-ce qu'on se fait une idée reçue sur ce qui pourrait les intéresser? Et ouais, prendre plus de liberté dans le musée et se sentir plus légitime à dire ce qu'on veut. Et à chaque fois qu'ils font des remarques pertinentes, vraiment les valoriser là-dessus. Et dire, bah voilà, vous pouvez comprendre tout seul en fait. C'est pas si opaque que ça. T'as peur? Ça te dérange? Ouais, j'aime pas quand il y a des visages et tout. Enfin, genre, j'ai peur des poupées, etc. Des poupées? Du coup, là, c'est un peu dérangeant, ces visages qui sont normalement des visages qu'on voit pas, ou des dessins animés. Ok. Et alors, qu'est-ce qu'on est en train de regarder, là? Une personne avec une tête de ballon. Une personne avec une tête de ballon. Et en costard, et dans sa main, elle a une arme qui peut le tuer. Professeur Suicide. Alors, moi, je suis pas allé. Ah, bah moi, j'y suis allée, justement. Et c'est vrai que ce premier moment, en fait, ce moment de choc qu'a eu une des étudiantes, c'était vraiment le côté poupée, parce qu'elle a peur des poupées en général, donc quelque chose qu'on ne pouvait pas complètement prévoir, enfin on ne s'attendait pas à ça en préparation. Mais effectivement, ils ont perçu la violence, mais c'était pas... Ils étaient pas forcément très... Enfin, j'ai pas eu l'impression, qu'ils étaient très dérangés. Tu l'as fait avec les lycéens? Voilà, je les ai fait avec les... Oui. Je les ai fait avec les lycéens et ils l'ont très, très bien analysé en fait en ressentant ce côté, ce rapport au pouvoir, à la domination. Enfin, vous étiez là, mais c'était vraiment, ça a apparu par eux-mêmes. D'ailleurs, l'ensemble de ma visite, j'ai eu l'impression que, j'ai presque pas tant parlé que ça. Il y a eu beaucoup d'analyses qui ont été faites par les étudiants, qui étaient exactement le propos de l'artiste. Ouais, ils sont plus joyeux là. Ils sont quand même un peu joyeux. Comme on en a parlé tout à l'heure, il y a ces dessinés aussi. Donc c'est une manière d'aborder un thème qui est très violent, mais de manière un peu plus douce, et de questionner aussi, là dans cette œuvre, Alain Séchasse, il questionne l'enseignement qu'on peut donner. Qu'est-ce qu'un enseignant transmet comme connaissance? Est-ce qu'elles sont toujours à prendre aussi? De quelle manière aussi l'enseignement il peut être violent, difficile aussi à recevoir. Pardon? Une oxymore, c'est un suicide joyeux. C'est un suicide joyeux. Ouais, on peut le voir comme ça. C'est une belle manière de le voir.
À chaque fois, il y a vraiment cette idée, c'est intéressant parce qu'il y en a un qui m'a dit que c'est arrivé soudainement, et cette idée qu'avec un séchage, la violence arrive d'un coup, mais qu'on s'y attend pas dans son travail. On peut toujours se faire surprendre, Ouais, ça arrive. Ça reste... non mais c'est vrai, chaque groupe, tu peux pas en prévoir quoi. Tu sais, t'as un truc de base, une sorte de machin de base qui, à chaque groupe, ça grossit un petit peu ton anticipation générale de ce qui va se passer. Et en fait, tu te retrouves toujours face à des cas qui sont un peu particuliers, quoi. Ouais. Que ça soit parce qu'ils sont un peu agités, parce que, par exemple, là, avec les lycéens, là, j'en avais un, il était un peu, à la fois, il avait l'air d'en avoir un peu rien à foutre, et en même temps, dès qu'il parlait, il disait un truc hyper pertinent, alors je savais plus comment le prendre, quoi. Et il y a des trucs comme ça où, voilà, faut... Ouais, c'est pour ça que c'est aussi... c'est de l'impro, quoi. Oui. Mais c'est jamais lassant. Même à la fin de l'expo, même quand ça fait 3-4 mois qu'on l'a fait, c'est toujours une expérience et on en apprend encore. La mode, c'est d'être toute maigre. Ouais, toute fine, etc. Et le corps de Kim Kardashian, d'un coup, ça bouscule. Donc, il y avait une sorte d'émancipation, sauf que ça a imposé de nouveaux standards qui sont tout aussi réalisables, mais pour différentes raisons. Et effectivement, là, on voit, donc c'est Marie Leponsin, c'est l'artiste qui a exposé aussi à l'entresol. Je ne sais pas si vous avez pu voir un petit peu les œuvres, mais sinon on les verra ensemble. Et donc, effectivement, elle retire en fait petit à petit son masque et elle se révèle en fait qui est derrière le masque, d'une certaine manière. Alors, là, on est sur le maquillage. On a parlé un peu du costume aussi. Maintenant, on va peut-être aller voir la chirurgie esthétique. Moi, je veux voir ce que vous avez dit là, avec le sang. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça? C'est ce qui est là. Il y a tout un ensemble de paramètres dans une visite. Tout doit tenir dans 1h30. Vous avez vu qu'on a quand même pas mal d'œuvres et d'espace. L'un des temps importants dans tout ça, dans toute cette trame, c'est le suivi de visite, puisque c'est là que finalement on voit comment se mettent en place toutes les propositions qui ont été faites. Et pour nous, encore une fois, c'est important aussi de voir à quel endroit il peut y avoir une amélioration du confort du visiteur, ou passer moins de temps sur une œuvre, ou au contraire voir que le médiateur s'est très bien saisi des paroles, même de l'enfant qui est très loin mais qui a dit quelque chose, à voix toute basse mais très important, etc. C'est de la régulation, du dialogue. Puis vous avez vu que nos médiateurs ont une grande maîtrise des contenus, beaucoup de rigueur aussi, et du coup il y a de la discussion également sur les contenus ou sur des questions qui peuvent se poser au fil des visites. Selon les âges, le rôle du médiateur va être différent. En gros, c'est de mettre en relation le regardeur avec l'œuvre. Il y a une dimension qui est très importante en médiation, parce que la médiation, c'est pas un cours. La dimension la plus importante, c'est à exprimer ce qu'il ressent, encore une fois, à mettre des mots sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il ressent. Et le médiateur doit un peu amalgamer, structurer tout ce qui arrive pour ensuite le mettre en lien avec ce qu'il sait du propos de l'artiste et éventuellement inviter les gens à aller plus loin dans ce qu'on appelle les connotations, c'est-à-dire arriver à extrapoler le propos à des sujets de société ou d'autres dimensions affectives et donc prendre conscience en fait de ce que l'on regarde. On est impacté, l'œuvre elle est là pour ça, et ensuite on peut arriver à analyser comment c'est fait pour que ça m'impacte à ce point. Moi je crois, en tout cas la manière dont je vois les choses, une part importante du boulot vis-à-vis des scolaires, c'est leur faire comprendre qu'ils sont à leur place dans un musée et leur donner envie d'aller au musée en fait. Même si c'est pour aller au musée et faire des blagues en parlant des œuvres. Enfin moi c'est comme ça que je vais au musée, mais je trouve que c'est hyper important de leur faire comprendre que ouais, en fait, vous pouvez y aller, vous avez le droit, vous êtes légitime. Et en même temps, le musée, ça peut être marrant, ça peut être un endroit sympa. Et aussi, je pense que le but, en tout cas en médiation, c'est aussi d'essayer de regarder les choses autrement, de prendre le temps, d'avoir... on va pas changer leur vie du tout, mais en tout cas, de prendre le temps d'observer les choses, c'est un des rares moments dans la vie où tu peux vraiment le faire. Là, dans nos sociétés, tout va super vite, sur les réseaux sociaux, etc., ils ne prennent pas le temps. Alors que là, on se pose et on regarde ce qu'il y a devant nous, on écoute, on ressent les choses. Et d'avoir ce moment-là, grâce aux œuvres et un petit peu aussi grâce à la médiation, ça peut un peu les faire évoluer.
Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Vous pouvez également inviter vos proches à nous écouter et à s'abonner. C'était Prochain Arrêt, le podcast du Musée d'Art Contemporain de Lyon.